Et donc, on passe directement à la cosmétique, parce que quand on a de la graine et qu'on va faire de la farine, par exemple, on va la presser, on va avoir un tourteau. On va utiliser ce tourteau pour faire de la farine, mais on va aussi avoir de l'huile. L'huile, on peut la consommer en alimentaire, mais on peut aussi l'utiliser en cosmétique. Alors, Sandrine et Isabelle, j'ai beaucoup appris lors de nos échanges. Moi, je pensais que la cosmétique, c'était majoritairement des huiles végétales et des huiles végétales pertinentes pour notre peau. Spoiler, pas vraiment. Vraiment pas. Du coup, Isabelle, toi, tu es docteur en biologie cellulaire et tu as fait 28 ans chez LVMH et tu accompagnes aujourd'hui les entreprises. Sandrine, tu accompagnes aussi les entreprises et tu es experte en éco-conception. Donc, on va voir avec vous où est-ce qu'on en est réellement dans ce manque de la cosmétique globale. Et je me tourne vers toi, Isabelle, pour démystifier un petit peu tout ça. Pour ceux qui connaissent, vous êtes des expertes. Moi, je pensais connaître, mais finalement non. Quand on regarde la composition réelle, réelle des cosmétiques, qu'est-ce qu'on y trouve vraiment finalement? Oui, donc merci pour cette introduction. En fait, une crème de soin, si on prend une crème de soin par exemple, on va avoir tout d'abord ce qu'on appelle un ingrédient actif qui va permettre de revendiquer par exemple l'hydratant, anti-âge, etc. Mais on a aussi beaucoup d'eau, un émulsifiant et de l'huile. Et cette huile, pendant des décennies, en fait, était d'origine minérale, c'est-à-dire de la paraffine, de la vaseline, tout issu de la pétrochimie. Les avantages, ce sont des huiles qui sont stables, qui sont peu chères, mais par contre qui sont ce qu'on appelle inertes, c'est-à-dire qu'ils vont absolument rien apporter à la peau. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, depuis quelques années, on se tourne de plus en plus vers les huiles végétales. Et donc Sandrine, il y a un virage vers les huiles végétales dont on entend parler. Est-ce qu'il se concrétise matériellement et où est-ce qu'on en est également? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Parler de cosmétique dans votre univers, c'est vrai que c'est un beau sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans l'industrie. Mais effectivement, c'est un vrai virage en fait. Là, quand on parle de naturalité, bon, on reste là. C'est un vrai virage et ce virage, il date d'à peu près 15 ans en fait. Donc c'est assez récent. Et effectivement, avant, on avait beaucoup d'huiles minérales. Et quand on parle de végétal, de naturalité, il faut savoir qu'on utilise essentiellement dans l'industrie du colza, du tournesol, beaucoup de palmes et beaucoup de coco. Donc vous imaginez bien que du coco, il n'y en a pas encore en France, encore moins de palmes. Donc tout ça, ça a un impact carbone, ça a un impact en eau. Donc tout ça, forcément, moi qui travaille l'éco-conception, on a un sujet sur l'affichage environnemental. Bah forcément, c'est pas des huiles qu'on va prioriser. Or aujourd'hui, depuis 15 ans, on vise justement à changer et à trouver des alternatives décarbonées et plus vertueuses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il faut faire attention parce que toutes les huiles végétales ne vont pas être équivalentes pour la peau. Effectivement, ce qu'on va regarder, ça va être la composition en acides gras, ce qu'a très bien dit tout à l'heure Béatrice. On va avoir des huiles végétales qui vont rien apporter de particulier sur la peau et d'autres qui vont être extrêmement importantes pour ce qu'on appelle la construction de la fonction barrière, en d'autres termes, la surface de la peau, l'étanchéité de votre peau. Et pour ce faire, on va avoir des huiles végétales comme l'huile de chanvre qui va effectivement avoir un ratio particulièrement intéressant qui par mimétisme en fait va pouvoir se fondre en quelque sorte directement sur votre peau et y apporter effectivement ce qu'il y a de meilleur. Et donc, effectivement, il y a des huiles, l'huile de chanvre a des caractéristiques qui sont pertinentes, mais qu'est-ce qui la rend différente par rapport à d'autres huiles existantes déjà aujourd'hui? Un des intérêts de l'huile de chanvre, c'est qu'elle présente un grand nombre de propriétés. Et aujourd'hui, il y a une demande croissante de la part des consommateurs d'avoir ce qu'on appelle des listings ingrédients qui sont courts, avec un minimum d'actifs dedans, et qui puissent répondre le mieux possible en fait aux propriétés physiologiques de la peau. Et en fait, l'avantage, par exemple, si on met une huile de chanvre dans un produit visage, on va avoir à la fois des propriétés nourrissantes, apaisantes et réparatrices, et surtout sans effet occlusif qu'on va retrouver dans les huiles minérales. Alors, de façon plus simple, un effet occlusif, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir boucher les pores de la peau, empêcher la peau de respirer, et donc du coup, en fait, au final, finir par avoir une peau terne
et une accélération du vieillissement cutané. L'huile de chanvre, d'autre part, est particulièrement intéressante aussi en capillaire. On a tendance à parler beaucoup du cutané, mais au niveau capillaire, l'huile de chanvre va pouvoir donner de la brillance aux cheveux, réparer les cheveux et surtout sans les alourdir. Ta question, c'était qu'est-ce qui rendait le chanvre différent? Tout, en fait. Mais en fait, ça devient assez passionnant quand on parle d'éco-conception et quand on aborde le sujet de ce choix de plante. Parce que dans la plante, tout est valorisable dans cette plante-là. On a l'huile de graine, bien sûr. On a aussi les extraits de fleurs. On peut avoir des choses dans les feuilles, dans la tige. En fait, il y a énormément de choses, contrairement à un coco ou à un palmier ou à un tournesol où au final, il n'y a qu'une partie qui est réutilisable. Ici, on est sur une plante qu'on peut vraiment valoriser à 100%. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette notion d'économie circulaire qui nous, a priori, on est vraiment sur une... Alors, c'est plus qu'une tendance, là. Dans l'industrie, on parle vraiment de changement, de bifurcation vers une économie non plus linéaire, mais une économie circulaire, où on ne jette plus rien. Donc, en fait, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Ça, j'en suis persuadée. Donc, il y a des marques aujourd'hui qui essayent de déposer des brevets au niveau des tiges, qui essayent de rechercher des actifs, soit au niveau capillaire ou au niveau cutané. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire et on n'en est qu'au début. Merci. Et du coup, Isabelle, là, on voit qu'il y a des listes d'ingrédients cosmétiques. Quel impact ça a aujourd'hui, cette liste? Alors, en fait, c'est un impact négatif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion, je dirais même 2 confusions actuellement qui nous posent bien problème avec l'huile de chanvre de façon générale. La première confusion, c'est ce qu'on appelle le no-in-key. Alors le no-in-key, c'est la nomenclature internationale avec laquelle on est obligé de renseigner nos packaging. Or, lorsqu'il s'agit d'une plante, on va utiliser le nom latin. Et le nom latin, c'est Cannabis sativa. Et ce nom latin est le même qu'il s'agisse du chanvre industriel ou qu'on va utiliser en cosmétique ou du chanvre qui va arriver, qui va être dit récréatif, qui contient les psychotropes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'huile de CBD. L'huile de CBD, déjà, normalement, sur vos packaging, vous ne devez pas avoir cannabis sativa, vous devriez avoir cannabidiol. Voilà, excusez-moi. On ne devrait pas donc avoir cannabis sativa. Mais dans l'esprit des gens, à partir du moment qu'on parle d'huile, alors qu'en fait, les gens vont confondre en fait l'huile végétale issue de la graine par pressage à froid avec le CBD qui en fait est extrait par différentes méthodes, dont le CO2 supercritique, et après va remettre mis dans un support huileux qui peut être de l'huile de chanvre, ceci dit. Mais c'est quand même 2 choses complètement différentes. Donc effectivement, il y a une confusion et on a cette problématique de ce nom cannabis sativa qui en fait est une histoire qui remonte à très loin puisque au niveau de la cosmétique, ça remonte à un traité qui date de 1961 et comme quoi les choses ont la dent dure puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas réussi à régler le problème. Oui, tout ce qui est distinction, différenciation est essentiel. À l'interprofession, aujourd'hui, on a sorti la fleur du périmètre. Ça va dans ce but de clarté. On en a besoin, même si au final, s'il y avait l'acculturation, il n'y en aurait pas forcément, ce ne serait pas forcément nécessaire. Donc, c'est un gros travail de communication. À l'interprofession, ça peut être une de notre rôle. Sandrine, au niveau réglementaire, tu me parlais qu'il y avait des gros changements. Tu me parlais même d'un tsunami. Qu'est-ce que tu peux développer un petit peu, s'il te plaît? Alors, juste pour compléter ce que disait Isabelle tout à l'heure, et après je te répondrai, Joël, c'est qu'en fait, il faut comprendre que cette distinction des 2 noms crée un vrai problème dans la distribution des marques. Donc, il y a des marques qui se lancent sur ces plantes-là. Il faut savoir que des fois, on peut avoir des pharmaciens qui refuseront directement de distribuer le produit en question. Et ça, c'est un vrai changement. Donc, quand tu parles de communication, n'hésitez pas parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Si dans l'industrie, on veut diffuser cette plante, il faut que derrière, le consommateur, mais les pharmaciens comprennent qu'il y a un vrai distinguo, quoi. Donc, effectivement, notre industrie, elle connaît un vrai tsunami. D'un point de vue réglementaire, là, ces dernières années, alors je vais partir de 2020,
avec la loi AGEC. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. La loi AGEC, alors je vois des hochements de tête, super. C'est une loi française qui parle vraiment de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc AGEC en 2020 nous oblige quand même je vous parlais de valoriser justement des plantes. Là, on est clairement sur une plante qui est intéressante vis-à-vis de notre choix de sourcing par rapport à cette loi AGEC. On a aussi le pacte vert européen. Bref, justement, à partir de 2020, on a eu quand même une succession d'obligations réglementaires auxquelles notre industrie fait face. Et là, récemment, on a l'EUDR, c'est une réglementation européenne qui nous oblige à vérifier notre sourcing d'un point de vue déforestation. Donc, on a des listes de plantes, de végétaux, qu'on doit vérifier. Donc on parle de coco, on parle de palme, toutes ces bases, vous vous rappelez dans le schéma qu'on vous a montré tout à l'heure, là on a l'huile de coco qui est en majorité, l'huile de palme en second, et tout ça c'est pas français. Donc derrière, quand on a le UDR qui nous arrive, donc là on a eu la chance, je sais pas si on peut dire ça, une chance. En tout cas c'est une chance pour les industriels, pas une chance pour le chanvre. Parce que du coup, on a un an de délai. On aurait dû appliquer le UDR là au 31 décembre 2025 et elle a été décalée au 31 décembre 2026. Donc, se donner encore le temps aux industriels de se mettre à jour, de changer leur formulation, de vérifier leur sourcing, de vérifier que leur coco, leur palme, leur tournesol, que sais-je, ne proviennent pas de zones déforestées, ça demande du temps. Donc, on a ce gros sujet là de l'UDR. On a aussi la directive éco-conception. Alors là, ça me fait un petit peu bondir aussi parce que ça ne fait que décaler. On attendait quelque chose pour 2025, c'est jamais arrivé. On nous parle de maintenant 2027 et encore, on ne sait pas trop. Donc je sais, ce matin, on a entendu beaucoup de mots lobbying. Là, on est clairement sur encore des sujets de lobbyistes qui viennent décaler cette directive européenne aussi pour parler d'éco-conception. Ça va un petit peu changer tout ce qu'on connaît. Alors vous le connaissez, le Nutri-Score sur la partie alimentaire. Nous, on aura la même chose. On aura un affichage environnemental sur tous nos produits cosmétiques. Quand on parle de produits cosmétiques, on parle de nutri-cosmétiques, on parle de parfums, on parle de maquillage, de dentifrice, shampoing, etc. Donc toute cette partie-là, on est sur des sujets qui devront afficher une note environnementale. Donc, mon métier étant l'éco-conception, c'est travailler notre sourcing à la graine jusqu'au calcul d'impact, jusqu'à la fin de vie. Donc, cette directive éco-conception, elle est vachement importante et on l'attend. Donc, on attend. Donc, je vous ai dit 2027, 2030, on ne sait pas encore. Et enfin, on a la CSRD. La CSRD qui, elle, impose vraiment aux grosses entreprises de mesurer et réduire l'impact environnement vraiment de façon complète à tout le niveau en fait. Donc voilà, c'est vraiment notre tsunami environnemental qui fait bouger les lignes parce que chaque jour, chaque mois, on a des changements. Je vous parle même pas de réglementation cosmétique parce que ça aussi c'est un gros sujet. Et là, on est je pense que 2030, on aura une nouvelle réglementation cosmétique qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une industrie qui est changeante et il faut suivre. De tout ce que tu as dit, moi qui suis potentiellement une marque, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Tout. Tout. En fait, ça va ça a toujours été un petit plus. C'est une action bénévole pour les marques, donc ça reste un budget. Mais il faut imaginer qu'à partir du moment où on aura ces lois qui vont rentrer en vigueur, je parle vraiment de la directive éco-conception, on sera sur une obligation légale. C'est comme le Nutri-Score. Bon, après, c'est encore une autre histoire, le Nutri-Score. Mais on est sur les mêmes thématiques, donc ça va vraiment tout changer. On va devoir avoir des ingrédients qui soient durables, traçables, idéalement, dans le monde des bisounours, on aimerait bien avoir que tous nos ingrédients soient biodégradables. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On prend des crèmes solaires. Toutes les crèmes solaires, aujourd'hui, ne sont pas biodégradables. Donc ne vous fiez pas à certains labels qui vous disent que c'est, éco-friendly, etc. Des fois, c'est un peu du greenwashing. Donc voilà, cette directive, toutes ces réglementations visent aussi à ce que nos formules soient entièrement biodégradables.
et sans impact. Évidemment, quand je parle de biodégradabilité, c'est sans impact terrestre et aquatique. Donc le chanvre, il répond à cette directive. Est-ce qu'on peut dire qu'il coche toutes les cases? Entièrement. Entièrement. Mais il y a des gros challenges derrière. Et Isabelle, est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette partie-là de ce qu'il y a du bon dans le chanvre? Est-ce qu'il y a tout bon, tout? Non, mais l'intérêt, c'est le côté, l'empreinte carbone, on l'a vu ce matin, l'empreinte carbone, elle est bonne, l'empreinte eau, elle est parfaite. Nous, on devra calculer ça. Si on met en place un système, la méthode d'éco-conception, alors tous ces calculs-là, je ne peux que solliciter en tout cas des huiles de chanvre dans les prochaines formulations des produits, quoi. Et moi, je peux que rebondir sur ce que dit Sandrine. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'huile de chanvre coche toutes les cases. Elle coche les cases d'efficacité, elle coche les cases environnementales. Et je pense que c'est vraiment, si ce ne l'est pas encore, ça doit devenir une priorité pour le monde cosmétique. Demain, on attend d'avoir des produits qui soient bons pour la santé, bons pour la peau, et puis bons pour la planète aussi. Donc, à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler des journées que tu organises? Alors effectivement, j'organise une grande journée. Alors c'est la deuxième, et vous êtes tous invités. En tout cas, si le sujet cosmétique de diversification vous intéresse, c'est des journées qu'on a créées l'année dernière avec le réseau cosmétique. Et donc du coup, c'est le Cosmagri Business Day. On le fait à Marseille. C'est vraiment pour lier le monde agricole et les industriels de la beauté. Ça fait 40 ans, en fait, ça fait 40 ans que les deux travaillent sur des chemins parallèles et jamais les deux ne se parlent. Alors il y a des métiers, il y a des ingrédientiers, il y a des laboratoires, et les marques qui veulent développer des nouveaux produits passent par ces intermédiaires-là. Je fais vite. Mais voilà, donc du coup, et je remercie Interchanvre parce que du coup, vous êtes partenaire de cet événement. On a des marques, on a des laboratoires, on a des ingrédientiers qui sont partenaires également. Mais voilà, du coup, on vous attend nombreux. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Pour nous, ça sera aussi l'occasion de trouver des clients pour notre PSE. Exactement. Exactement, mais ça sera un carrefour. En fait, ça va se passer sur le CEFIC. C'est le salon d'une association qui s'appelle Cosmed, qui est vraiment l'association de la cosmétique, des métiers de la cosmétique, des marques en PME, TPE, etc. Mais effectivement, c'est un carrefour. Donc, du coup, il faut qu'aujourd'hui, l'industrie cosmétique s'ouvre davantage au monde agricole. Donc, on a créé cette journée. Moi qui travaille déjà depuis 5 ans entre les deux mondes, à travailler la graine jusqu'à la fin de vie d'un produit, c'est essentiel que le monde agricole vienne plus souvent dans le monde cosmétique. Et rassurez-vous, le monde cosmétique, on est gentil, on fait pas peur, on fait pas que des rouges à lèvres. Tu te rappelles, Joël, notre conversation? Beaucoup de produits de soins. Ben voilà, donc souvent la cosmétique, les gens s'arrêtent à se dire bah voilà, c'est que du rouge à lèvres. Non, ce n'est pas ça. C'est bien plus que ça, et on a besoin d'ingrédients comme le chanvre pour valoriser aussi notre filière. Je pense, voilà, juste un mot de conclusion. En fait, je voulais juste dire quand même que le chanvre, dans son ensemble, avait énormément de vertus. On a parlé beaucoup de la graine, on a parlé de l'huile, mais on aurait pu parler d'autres parties du chanvre, comme la chènevotte, par exemple, sur lequel il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de recherches à mener. Et là, vraiment, la conclusion que je voulais vous dire, c'est que vous, consommateurs, lorsque vous choisissez en fait un produit à base de chanvre français, vous faites du bien pour la peau, pour votre peau, effectivement, mais aussi, surtout, vous soutenez une agriculture qui a du sens, une économie territoriale, et puis vous préparez la cosmétique de demain. Voilà. Merci à tous les quatre.